À la une de cette édition du journal, le Conseil supérieur de la magistrature a annoncé un nouveau report du prononcé du verdict dans l'affaire Moutamba. L'ancien ministre de la Justice, très populaire de plus en plus, connaîtra finalement son sort le mardi 2 septembre et non plus le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. Et justement, concernant la reprise des classes confirmée pour ce lundi, la ministre de l'Éducation nationale s'est adressée aux enseignants, les appelant à consolider de manière responsable les acquis, notamment la gratuité de l'enseignement ainsi qu'un enseignement inclusif et stimulant. Nous parlerons également politique dans ce journal. Félix Tshisekedi a présidé lui-même le 2e congrès de sa plateforme politique, l'Union sacrée de la Nation, au centre culturel du boulevard Triomphal. L'organisation est passée du statut de simple coalition informelle à celui de structure organisée et en se dotant d'une nouvelle charte. Bonsoir, ce n'est plus ce lundi que sera prononcé le verdict dans l'affaire Moutamba. Il a été renvoyé au lendemain, soit au mardi 2 septembre. L'annonce a été faite par le secrétaire permanent et porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature qui a insisté sur le respect de l'ordre public ce jour-là. La justice a également appelé la population à la retenue et a évité tout attroupement. Jenny Kayembe. Il y a lieu de noter que cette affaire n'est ni particulière ni spéciale par rapport aux précédentes déjà jugées par la même cour. Il est donc pas nécessaire que la partie prévenue la rende spéciale à travers des messages, images et vidéos sur les réseaux sociaux ainsi que par des marches ou manifestations publiques accompagnées des déclarations incendiaires et ou des propos déplacés à l'endroit de la Cour et des magistrats, a dit le secrétaire permanent, porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, dans une conférence de presse qu'il a lui-même animée ce samedi à la Cour des cassations, siège du secrétariat permanent du CSM. Allons croire, la justice congolaise a déjà instruit plusieurs dossiers des détournements des deniers publics impliquant de hautes personnalités politiques, notamment celui des 100 jours, des Bukangalonzo, de Forage et Lampadaire, des Covid, pour ne citer que ces. Le procès en cours devant la Cour de cassation, qui n'est pas le premier à concerner les personnalités politiques, n'a rien d'exceptionnel et demeure donc un procès ordinaire. La justice congolaise a une expérience de juger le dossier des hautes autorités. Le Conseil supérieur rappelle également le caractère apolitique de la magistrature congolaise et précise que les magistrats jugent les faits. Prévu pour le mercredi 27 août 2025, l'audience de prononcé de la cause initiative publique contre le prévenu Constant Moutamba a été renvoyée au mardi 2 septembre 2025. Au regard du dérapage constaté le mercredi 27 août 2025, le Conseil supérieur de la magistrature met en garde contre tout attroupement aux abords de la Cour de cassation dans le seul but de troubler l'ordre public et prévient que tous ceux qui viendront braver cette interdiction s'exposeront à la rigueur de la loi. Télésphore Ndouba Kilima rappelle tout de même les caractères apolitiques de la magistrature congolaise et précise que le magistrat juge les faits et non une opinion. Ils rendent leurs décisions au nom de la loi et non sous l'influence d'intérêts politiques ou partisans. Par cette mise au point, le Conseil supérieur de la magistrature réaffirme donc son engagement indéfectible à protéger l'indépendance de la justice congolaise et à veiller à ce que la loi s'applique à tous sans distinction dans l'intérêt supérieur du peuple congolais et d'insister que la justice ne se rend pas dans la rue, encore moins sur les réseaux sociaux, mais seulement dans les prétoires. Autre chose, 51 millions de dollars, c'est la somme qu'a débloqué le ministère des Finances pour lutter contre les érosions, les inondations, mais aussi pour la réfection de certaines routes. L'annonce a été faite au terme d'une réunion entre les délégués du ministère des Finances et ceux des infrastructures et travaux publics. Les travaux seront faits avec diligence suite au retour de la saison de pluie. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une ville tentaculaire qui concentre les grands défis urbains du pays. Routes dégradées, inondations à répétition, embouteillages chroniques, des problèmes régulièrement évoqués au Conseil des ministres et qui appellent des solutions rapides. Une réunion conjointe des ministres des Finances et des Infrastructures a été organisée au centre des congrès de Kinshasa. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux de voirie et prendre des mesures à l'approche de la rentrée scolaire et de la saison des pluies. Premier constat,
aucun blocage de financement. Sur instruction du chef de l'État, le ministre des Finances, Doudou Fambali Kondeli Botaï, a déjà mobilisé 51 millions de dollars, dont 20 millions restent encore disponibles dans la trésorerie des structures publiques. De nouveaux décaissements sont annoncés dans les prochains jours pour accélérer les chantiers prioritaires. Les projets en cours sont nombreux. Travaux d'urgence engagés après les pluies d'avril, curage des collecteurs, lutte anti-érosive avec 15 millions de dollars en cours de décaissement et modernisation de plusieurs artères stratégiques de la capitale. Le BSECO supervise près de 37 millions de dollars de projets, dont les routes autour du Grand Marché et 27 km de voirie en cours de réhabilitation. À ce qui concerne le financement, nous avons regardé, et là nous pouvons féliciter le ministre des Finances qui, en très peu de temps, est en train de mobiliser des moyens financiers afin de permettre l'exécution de différents travaux. Et nous avions regardé quels sont les projets qui nécessitent à ce que le paiement puisse se faire. Et là, le ministre des Finances nous a promis d'ici 8 jours de pouvoir financer. Ce n'est pas qu'il n'avait pas financé, mais de faire des ajouts sur ce que nous avions demandé dans les 8 jours pour nous permettre d'être plus à l'aise afin de pouvoir exécuter les travaux. À cela s'ajoute le vaste projet des 3 communes de la réhabilitation de 115 km de routes en béton armé déjà financées. Autre priorité, prévenir les inondations. Pour cela, le gouvernement a retenu l'acquisition urgente des draglines, des machines destinées au curage des grands émissaires afin de faciliter le coulement des eaux vers le fleuve. Et puis le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a pris part à une conférence sur la protection des victimes des conflits armés dans l'est du pays. Dans son intervention, il a loué les efforts inlassables du chef de l'État pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Jenny Kaembe. Sous l'impulsion du chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encadrement de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a pris part le samedi 30 août 2025 à la conférence organisée par le département de droits humains de l'Université de Kinshasa sous les thèmes « La protection des victimes de conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo ». Prenant la parole, Maître Samuel Mbemba Kabouya a loué les efforts inlassables du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour faire revenir la paix et mettre fin aux crimes dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier avant de relever les biens fondés de la Convention de Genève qui visent à protéger les populations civiles face aux divers crimes. Poursuivant son discours, Maître Samuel Mbemba a remercié les autorités de l'UNIKIN pour avoir organisé cette conférence. Pour lui, les crimes perpétrés par le Rwanda que subissent les populations de l'Est ne sauraient se justifier. Qui sont essentiels à la survie de chaque individu, quelles que soient les circonstances. Face à cette situation, il est important de souligner les efforts déployés par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour protéger nos populations. Cette commémoration à l'UNIKIN aura ainsi permis de rappeler aux étudiants, futurs cadres de la nation, l'importance de la responsabilité collective dans la défense des droits humains et la promotion d'une paix durable en République démocratique du Congo. Et je le disais au début de ce journal, à la veille de la rentrée scolaire prévue pour ce lundi 1er septembre, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a adressé un message à l'ensemble des enseignants, parents et élèves. Elle a souligné les mesures mises en place pour transformer les écoles en lieu de formation de citoyennes responsables et engagées en favorisant des pratiques civiques et un environnement d'apprentissage inclusif et stimulant avec 4 priorités majeures, dont justement la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous pour annoncer le lancement ce lundi 1er septembre de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette période demeure un moment clé pour nos élèves, nos enseignants et l'ensemble de la communauté éducative.
En collaboration avec tous nos partenaires, l'administration de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté se mobilise pour faire de l'école un lieu de formation de citoyens responsables et engagés. Nous avons pris des mesures concrètes pour encourager les pratiques civiques au sein de nos établissements. Cette année, nous nous engageons à bâtir un environnement d'apprentissage encore plus stimulant et inclusif. Nos efforts se concentrent sur 4 priorités essentielles. La consolidation de la gratuité, le renforcement de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'égalité des chances et l'intégration des technologies dans nos salles de classe. Pour concrétiser cet engagement, nous avons plusieurs nouvelles initiatives. La réforme des programmes scolaires, la mise en place des cantines dans des écoles pilotes, le développement de l'enseignement à distance, la formation continue des enseignants du secondaire et une meilleure gestion de l'éducation en situation d'urgence. Je tiens à remercier chaleureusement tous les enseignants et le personnel éducatif pour leur dévouement et leur engagement. Vous êtes au cœur de la réussite de nos enfants et nous sommes à vos côtés pour vous soutenir dans cette mission. Je tiens à rassurer les élèves, les parents et tous les acteurs éducatifs dans les zones sous occupation. Des mesures ont été prises pour garantir la continuité de l'éducation avec le soutien de nos partenaires. Des espaces temporaires d'apprentissage sont en train d'être installés, notamment dans les territoires de Nyiragongo et Lubero, afin d'accueillir les enfants. Ouvrons la page des activités politiques à présent. D'abord, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a salué la feuille de route dévoilée par les confessions religieuses, dont l'ASENCO et l'ECC, prélude à un dialogue politique en RDC. Pour Jean-Pierre Lisanga Bunganga, cette feuille de route reflète la vision du chef de l'État sur la cohésion, l'unité et l'harmonie au sein des composantes des confessions religieuses. Dans une réunion politique en rapport avec la tenue du dialogue national des Congolais pour une paix durable en République démocratique du Congo, tenu ce vendredi 29 août, les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour les changements et les progrès sociaux de Jean-Pierre Lisanga Bunganga a procédé à l'examen de la feuille de route dévoilée par des confessions religieuses relatifs à la tenue du dialogue national des Congolais pour une paix durable en RDC. Les RCE-TCPS saluent l'aboutissement heureux de ces documents qui permettra de tenir les dialogues sous la convocation de l'impulsion du chef de l'État. Sous l'impulsion du chef de l'État, de la Conférence nationale des évêques du Congo, SENCO en sigle, l'Église du Christ au Congo, SCC11, la plateforme des confessions religieuses du Congo, PCRC en sigle, et la coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN, ensuite, on produit dans l'entente et la convivialité un document unique nommé la feuille de route pour la résolution pacifique des conflits en République démocratique du Congo. En outre, les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour les changements et les progrès sociaux rappellent à l'opinion tant nationale qu'internationale que les pères de la démocratie au Congo, Étienne Tshisekedi ou à Mulumba, d'heureuse mémoire dans sa quête de paix par la non-violence, a toujours affirmé que les dialogues fait partie de l'ADN de la nation. Et c'est Félix Tshisekedi lui-même en personne qui a présidé ce deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation. Cette plateforme a finalement adopté sa nouvelle charte ce samedi au centre culturel du boulevard Triomphal. Dans son intervention, celui qu'on appelle l'autorité de référence, donc Félix Tshisekedi, a appelé ses membres à l'unité avant d'évoquer un sujet épineux, le dialogue, rassurant qu'aucune initiative allant dans ce sens ne pourra se tenir en dehors des frontières congolaises. Reportage de Christian Calanger. Le centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale a vibré plein comme un neuf à l'occasion du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Sous les regards des milliers de militants et cadres, l'événement s'est tenu en présence de la haute autorité de référence de cette grande famille politique, le président de la République Félix Tshisekedi, placé sous le thème « Tous unis, écrivant l'histoire glorieuse de notre pays avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi et l'Union sacrée de la nation ». Ces assises ont réuni les figures les plus
plus influentes de la plateforme. Parmi elles, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda. À la tête de son regroupement politique 2ATDC, il incarne loyauté et fidélité à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son discours, l'autorité de référence de l'Union sacrée a rappelé l'importance de l'unité et de la cohésion. L'union fait la force, a-t-il insisté, avant de marteler qu'aucun dialogue ne saurait se tenir en dehors du pays. Messieurs, chers congressistes, je tiens à vous remercier pour la manifestation de confiance et de loyauté exprimée. Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Moment fort, ce congrès a entériné l'adoption d'une nouvelle charte, véritable boussole de l'Union sacrée de la nation, coalition parlementaire majoritaire avec plus de 450 sièges raflés lors des dernières élections générales et une victoire éclatante à la présidence de la République. Un rendez-vous politique marqué par ferveur, engagement et fidélité aux idéaux du chef de l'État. Et à l'issue de ce congrès, plusieurs hauts cadres de l'Union sacrée de la nation ont livré leurs impressions à la presse. Ils ont été recueillis, justement, leurs propos par Christian Kalonji. Ils ont salué le leadership de la haute autorité de référence Félix Tshisekedi. On écoute tour à tour John Banzalunda, Isidore Kwanja et Jean-Pierre Liaou. Je pense que le chef de file de notre majorité, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est constant dans son approche. Son approche de constituer une vraie majorité pour que ses idées pour son Congo qu'il aime tant puissent se matérialiser. Au premier congrès, il a posé les bases. Nous sommes allés aux élections. Le peuple congolais a répondu par un vote historique. C'est la première fois qu'un président de la République soit élu à 73% des suffrages à une élection directe. Et donc le message que la population avait envoyé à son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est qu'elle a capté son appel et maintenant le Président est en train de réaliser ce qu'il avait promis. Aujourd'hui c'est un grand jour. Nous attendons de suivre le discours du Président de la République qui est notre champion. Nous sommes venus ici pour consolider tout notre soutien au Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a une mission, il n'a pas un mandat, il a une mission de sortir le pays des griffes de l'ennemi. Donc aujourd'hui, tous les peuples congolais, derrière tous les congressistes, aujourd'hui, nous sommes venus pour apporter notre soutien, lui dire que nous sommes derrière lui pour tout le travail qu'il est en train de faire, pour sortir notre pays de la pauvreté, sortir notre pays de la colonisation et surtout sortir notre pays des griffes de l'ennemi. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour qui va consolider son action pour qu'il puisse mener sa mission jusqu'au bout.
Et puis la grande notabilité du Nord et leader politique, membre cofondateur du groupement politique ANB et président national du PLD, Jean-Paul Lumbu Lumbu, était également à ce congrès. Il en a profité pour formuler ou proposer quelques pistes de solutions pour endiguer la crise actuelle que traverse le pays. Plusieurs hauts cadres de l'Union sacrée ont pris part à ce deuxième congrès présidé par l'autorité de référence Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi eux, la grande notabilité du Nord et leader politique, membre cofondateur du regroupement politique ANB et président national du PLD, Jean-Paul Lumbu Lumbu. Ce dernier en a profité pour faire quelques recommandations en rapport avec le contexte actuel du pays. Notre présence ici se résume donc en cette réponse de l'appel du chef de notre famille politique à pouvoir l'accompagner, à pouvoir exprimer, renouveler encore une fois notre loyauté et l'accompagner dans la gestion du pays. Évidemment, le chef de l'État a une vision claire par rapport à la question du retour de la paix dans notre pays. Le Congrès est donc un espace afin qu'il puisse recueillir également le point de vue des congressistes sur cette question-là, afin de consolider sa position, et c'est l'unique position qui devra amener le pays vers la sécurité et la paix. Je pense que les initiatives d'État Bombé, qui pour autant qu'elles soient informelles, je ne trouve aucun commentaire à émettre là-dessus. D'ailleurs, le gouvernement s'est déjà prononcé. Pour nous, c'est un non-événement. Jean-Paul Lumbu Lumbu est un leader incontestable et influent de l'Est du pays et ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Autre chose, 22 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés par la Direction générale de migration, la DGM du Haut-Katanga. Ces expatriés en infraction aux règles de séjour en RDC ont été expulsés hors des frontières nationales. En l'espace de 3 jours seulement, la DGM au Katanga a ainsi démontré qu'elle reste vigilante et résolue à appliquer à la lettre la vision de la haute hiérarchie en matière de migration. À ce sujet, la DGM au Katanga vient de mener une vaste opération de contrôle et de reconduite aux frontières du 27 au 29 août 2025, aboutissant à l'expulsion de 22 sujets étrangers en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Une action qui s'inscrit dans la mission assignée à la DGM par la haute hiérarchie et qui reflète la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire de la bonne gouvernance migratoire une réalité. Dans ces lots de hors-la-loi, il y a eu 9 sujets chinois qui ont été sommés de regagner Guangzhou, leur ville d'origine, suite à une décision ferme émanant de Kinshasa-Gombe du directeur général de la DGM Roland Kachouantale Chioza. Aux petites heures du mercredi 27 août, soit à 2h30, ils ont été soumis aux formalités de départ puis embarqués à bord du régulier d'Ethiopian, un vol qui les acheminera jusqu'à chez eux. Quelques heures plus tard, en mi-journée de ce même mercredi, l'attention s'est portée sur 3 ressortissants indiens interceptés dans les mêmes conditions d'irrégularité. Ils ont été embarqués par Air Tanzania via Dar es Salaam à destination de Mumbai. Le lendemain, soit jeudi 28 août 2025, 7 migrants, dont 5 Vietnamiens et 2 Chinois, ont été rapatriés par un vol Ethiopian Airlines après enregistrement et vérification. Enfin, aux petites heures de ce vendredi 29 août 2025 à 2h06, 3 nouveaux migrants indiens ont été reconduits hors du territoire national. Ces 22 renvois en 3 jours envoient un message fort pour la DGM. Il s'agit moins d'une opération ponctuelle que d'une illustration de la gouvernance migratoire prônée par son directeur général, Roland Kachouantale Chioza, qui met un point d'honneur au respect strict des textes légaux et à la sécurisation de frontières. La rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, poursuit ses activités des vacances parlementaires dans le territoire de Lubudi après avoir remis des sacs de ciment, tôle et une enveloppe conséquente à l'école Waika Centre, celle qu'on appelle affectueusement Maman ou Bakata. Dominique Munongo vient de faire la même chose à l'école Kakululu pour la construction des salles de classe. Manque d'une bonne école viable ici chez nous à Kalulu. Les élèves assoivent à même les sols.
C'était d'un grand regard attentif que la femme des actions concrètes dans les territoires de Lubudi, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, a reçu il y a peu les doléances des habitants du village Kalulu, groupement Kalunga, lors de son passage dans le cadre de sa tournée des redevabilités de ses activités parlementaires. Celle qu'on appelle affectueusement Mama Wabakata, Dominique Munongo Inamizi, pour qui, entre sa parole et l'acte, il n'y a pas de trait d'union. Chose promise, chose due, des sacs de ciment, des tôles pour la construction des salles de classe de l'école primaire Kalulu et un premier lot des bancs pour équiper les salles de classe afin de permettre aux enfants du village Kalulu dans le groupement de Kalunga d'étudier dans des conditions d'apprentissage scolaire requises. Pour l'école primaire Kalulu, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, élu naturel de Lubudi, a tenu sa promesse. L'événement est exclusive. C'est pour la première fois que cette école reçoit des bancs. Ce sont les membres de sa fondation qui étaient chargés de ramener cette dotation. La joie et l'émotion étaient visibles sur les visages du directeur de l'école bénéficiaire. C'est la première fois d'avoir dans notre école de recevoir le banc qui viennent de donner la maman. En tout cas, c'est pour la première fois ici dans notre groupement de recevoir le banc. Et vous voyez vous-même d'abord l'engouement des mamans, des papas qui viennent voir, parce que c'est vraiment de l'histoire. On ne s'attendait pas de recevoir le banc et nous sommes très contents et très satisfaits. Vous voyez vous-même combien de gens qui passent ici, qui ne se soucient pas de ces enfants, qui sont délaissés. Oh, ce sont les enfants congolais qui doivent étudier, qui doivent bénéficier aussi de l'éducation. La chorale de l'église catholique du village Kalulu n'a pas été oubliée. Des pagnes à l'effigie de la Vierge Marie ont été remis aux dirigeants. Ça, c'est le don de Maman Inamizi. Ainsi, cette dotation tombe à point nommé à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Et le sénateur Afani Idrissa Mangala s'est rendu dans sa base électorale de Kindu devant ses partisans venus l'accueillir. Ce fils du terroir a reconnu Augustin Kabouya comme unique président intérimaire et secrétaire général de l'UDPS. À sa descente d'avion, c'est une foule en liesse qui l'a accueilli. Route barricadée et circulation paralysée, l'élu des élus Afani Idrissa Mangala s'est vu obligé de marcher à pied près des 2 heures jusqu'au siège de la fédération urbaine de l'UDPS Kindu, preuve de son ancrage populaire. Tout au long du trajet, la population massée sur les artères principales pour accueillir celui qu'il appelle affectueusement Kalupilipili, qui veut dire un petit piment qui s'est fait remarquer grâce à ses nombreuses réalisations. Devant la fédération, le sénateur a expliqué la nécessité des accords de Washington et de Doha, tout en dénonçant la cruauté de Paul Kagame dans le massacre du Grand Kivu. Il a également annoncé aux côtés des députés Amissi Makutano l'obtention du financement de plusieurs projets de développement, notamment la réhabilitation de la place Sonaïdrok et la route nationale numéro 31 Kindu-Kasongo. Par ailleurs, il a confirmé la poursuite de l'installation des écrans géants dans 6 quartiers stratégiques de Kindu. Abordant la crise interne à l'UDPS, il a rappelé que seul Augustin Kabouya engage officiellement le parti en sa qualité de président AI et secrétaire général. Même si haiko de droit kuongoza chama, mais tunamuita autorité de référence son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de clore, il a invité la population à l'unité, au pardon et à la confiance envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, Aline Makano, a procédé à la remise officielle des kits scolaires dans une ambiance émotive et pleine d'espoir pour ces enfants vulnérables. Accompagné de ses 2 enfants et du coordonnateur de la fondation Aline Makano, l'autorité communale a partagé un moment fort avec les orphelins et leurs encadreurs venus en nombre assister à cette cérémonie empreinte d'émotion, comme je l'ai dit. C'est un véritable ouf de soulagement pour les élèves orphelins des différents centres d'hébergement dans la commune de Fungurume. Ce samedi, le bourgmestre intérimaire
Aline Makano a procédé à la remise officielle des kits scolaires dans une ambiance émotive et pleine d'espoir pour ces enfants vulnérables. Un moment de solidarité et d'espoir accompagné de ces deux enfants et du coordonnateur de la fondation Aline Makano, l'autorité communale a partagé un moment fort avec les orphelins et leurs encadreurs venus nombreux assister à cette cérémonie empreinte d'émotion. Les leçons pédagogiques ont précédé la remise des kits, insistant sur l'importance de l'école, de la discipline et de la persévérance. Ces gestes s'inscrivent dans la droite ligne de la politique de la gratuité de l'enseignement de base initiée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et portée dans la province du Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini, en distribuant ces kits composés des sacs, cahiers, stylos, lattes, chaussures et autres fournitures essentielles. Comme chaque année, Aline Makano vient appuyer concrètement cette vision en ciblant une catégorie d'enfants souvent oubliés. Nous tenons à remercier l'autorité de la commune pour avoir songé à nos enfants parce que d'ici lundi, ça sera la rentrée scolaire. Les enfants orphelins ont beaucoup de difficultés pour commencer l'école. Parfois, ils commencent l'école avec retard. Mais cette fois-ci, nous sommes vraiment rassurés que le lundi déjà, nos enfants orphelins vont commencer les études. Sensible à la cause des enfants démunis, la bourgmestre Makano a rappelé dans son adresse l'importance de ne laisser aucun enfant en marge de l'éducation, quel que soit son statut social. Elle a également réaffirmé l'engagement de sa fondation à accompagner les actions sociales et éducatives. Cette action sociale vient soulager de nombreuses familles d'accueil et encadreurs, tout en redonnant le sourire à ces enfants dont le seul rêve est d'avoir une chance égale de réussir. Une fois de plus, Aline Makano pose un acte fort au service de l'éducation, de l'inclusion et du bien-être des plus faibles. Et à l'occasion de la journée dédiée à l'Office congolais de contrôle, le directeur général adjoint Christelle Mwabilou a fait une descente à la FICIN 2025 dont la 47e édition s'organise sous le thème Foire de la paix et de l'unité nationale des échanges commerciaux le vendredi dernier. Accompagné du chef du département marketing de l'OCC, le directeur Romain Lobo et du directeur administratif de la FICIN, Lambert Kessoula, le directeur général adjoint de l'OCC, Christelle Mwabilou, a visité le stand du pavillon 10 de la foire internationale de Congo-Kinshasa. C'est ainsi que, guidés par Lambert Kessoula, Christelle Mwabilou et sa délégation ont successivement visité les stands de l'Université de Kinshasa, de l'ANADEC, de l'INPP, de la FICIN, du ministère du Commerce extérieur, de la DGI et enfin le stand de l'Office congolais de contrôle. Au cadre de la visite de notre stand, l'Office congolais de contrôle, pour cette période de 2 mois qui a été organisée par la FICIN dans le cadre des organisations foraines. Je tiens à encourager toute l'équipe de l'Office congolais de contrôle qui a travaillé sans relâche pour que ces événements se passent dans un cadre respectueux, calme et avec un personnel qualifié afin de pouvoir transmettre la connaissance et encourager tous les opérateurs économiques. À l'issue de la visite, le directeur général adjoint, Christelle Mwabilou, a tenu à encourager toute l'équipe qui a travaillé sans relâche depuis l'ouverture de la foire et la remercier car les activités se passent sans incident. L'Office congolais de contrôle, évaluateur de la conformité, est prêt à accompagner les entreprises dans leur épanouissement. Et enfin, deuxième poumon écologique après l'Amazonie, la RDC va quitter la zone rouge en ce qui concerne la préservation de ses forêts, et ce grâce au Fonds forestier national qui vient de relancer son programme de financement des projets de reboisement. Joël Isselona. De 2002 à 2004, la République démocratique du Congo, pays immense au cœur de l'Afrique, a perdu 7,45 méga-hectares de forêts primaires humides, ce qui représente 36% de la perte totale de la couverture arborée au cours de la même période. Face au rythme actuel des déforestations, le Fonds forestier national a décidé de relancer le financement de projets de reboisement en faveur de ONG éligibles. L'action la plus efficace demeure le reboisement. Il y a plusieurs bénéfices du point de vue de la RDC. Du point de vue climat, si la forêt est reconstituée, il y aura les équipes climatiques. Bon, du point de vue économique, il y aura création d'emplois. La plantation de ces arbres, le financement de ces ONG va jouer un grand rôle
comme je l'ai dit, au moins triple avantage pour la RDC. Dans le concret, le directeur général AI du FFN a souligné qu'une vingtaine d'ONG bénéficiaires de ces financements vont procéder au reboisement d'une superficie d'au moins 1000 hectares. Bon, moi, je vais dire ce que nous visons financer pour cet exercice. Nous avons dit dans notre mot au moins 1000 hectares. Quand on prend 1000 hectares, nous finançons à hauteur de $1 800. Donc nous approchons là les 2 millions de dollars. Mais notre objectif annuel, parce que pour cette année, nous avons pensé financer les investissements de reboisement à hauteur de 30%. Il s'est de noter que la RDC est dotée d'immenses potentiels qui représentent à lui seul une part significative du deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie, soit environ 60% de l'étendue forestière du bassin du Congo. Voilà qui nous amène à voir à présent le rappel des titres de ce journal. Le Conseil supérieur de la magistrature a annoncé un nouveau report du prononcé du verdict dans l'affaire Constant Moutamba. L'ancien ministre de la Justice, très populaire, connaîtra finalement son sort le mardi 2 septembre et non plus le premier jour de la rentrée scolaire. Justement, concernant la reprise des classes confirmées pour ce lundi, la ministre de l'Éducation nationale s'est adressée aux enseignants, les appelant à consolider de manière responsable les acquis, notamment la gratuité de l'enseignement ainsi qu'un enseignement inclusif et stimulant. En politique, nous avons parlé du deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation présidé par Félix Tshisekedi ce samedi au centre culturel de Kinshasa. L'organisation est passée du statut de simple coalition informelle à celui de structure organisée en se dotant d'une charte. C'est par ici qu'on va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, pour votre attention. Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours à l'écoute. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.